Merci aux organisateurs pour cette invitation. Je ne pouvais pas ne pas venir. Étant moi-même toulousain d'origine, je passe mon temps à dire à Paris que les Toulousains, c'est les meilleurs. Donc je suis ravi d'être là. Et chapeau également aux organisateurs, parce que parmi toutes les conférences que je suis amené à faire, c'est les seules qui me préviennent 6 mois à l'avance. Et pour les agendas, c'est top. Merci beaucoup. Je vais essayer de faire ce qu'on appelle un inspiring talk, c'est-à-dire une keynote qui sort un peu le tête du guidon de l'ensemble des sujets techniques, qui étaient très intéressants d'ailleurs, auxquels j'ai pu assister. En vous parlant des tech trends et sous la forme un peu de storytelling de l'histoire que j'ai eue en interne chez Octo, puisque je travaille chez Octo, autour de cette question des tech trends. On n'a pas réussi à craquer le sujet, mais quand même, on a découvert quelques trucs et je vous propose de les partager avec vous. D'abord, quand on parle de tech trends, c'est souvent on parle du marché. C'est le marché des tendances. Je vis dans des boîtes qui, peut-être comme vous, sont des populations très tech, et ce vocabulaire, tech trends, ça fait souvent allusion à des points de vue marketing, du bullshit, et ça agace particulièrement. Maintenant, quand vous travaillez avec des clients et que vous allez chez les clients et qu'ils vous sortent la courbe du Gartner, du Forrester, de ce que vous voulez, on peut faire avec, donc c'est un petit peu gênant. Et je mets en sous-titre dans l'accélération technologique, puisque bon, si je vais voir les équipes qui travaillent chez moi, chez Octo, sur la partie front, ils vont me dire, bon, de toute façon, on change de framework tous les 3 mois, donc franchement, ceux qui se posent les questions de l'avenir et des tendances, c'est qu'ils n'ont rien d'autre chose à faire, et nous, on n'a pas le temps, et on est toujours le temps de faire une prédiction, le nouveau framework arrive, quoi. Et puis, je peux aller voir ceux qui travaillent sur l'IA, le machine learning, la data science, tous ces sujets-là, et ils me disent, par exemple, il y a 2 ans, ils me disent, bon, tu vas voir, maintenant, le futur, c'est tout ce qui est adversarial attack, c'est-à-dire les systèmes d'IA, essayer de les perturber, de les induire en erreur, de les stresser pour voir comment ils se comportent, parce que maintenant, finalement, c'est la seule façon d'apprendre. On retrouve ça notamment dans quelques vidéos que j'ai vues aujourd'hui dans des conférences quand, je crois que c'est, comment il s'appelle, Boston Dynamics, c'est ça, les chiens, là. Bon, les stress, on les bouscule, on leur tape dessus. D'ailleurs, moi, ça me pose beaucoup de problèmes éthiques, ce genre d'image, mais bon. C'est une manière d'apprendre, d'améliorer les perfectionnements, de stresser, d'induire en erreur, etc. Puis je peux aller voir d'autres profils chez moi, chez Octo, qui me disent « Non mais Christian, t'inquiète pas, l'avenir du logiciel, de toute manière, moi je le connais. » Ah bon, vas-y, c'est quoi? Ben, ça va venir des NVRAM, des non-volatile RAM, parce que quand les supports de mémoire vont changer, il va falloir écrire tous les OS, et par capillarité, tous les softwares vont évoluer. Donc, dit autrement, si tu veux connaître l'avenir du logiciel, regarde le hardware, c'est par là que ça viendra. Donc, chacun voit les tendances à l'aune de sa propre expertise, et c'est très intéressant. Toujours est-il que nous avons l'habitude chez Octo de faire un certain nombre de publications. Il y a 2 gros mots chez nous, c'est management et commerce. Ben, il faut bien faire du management et du commerce quand même. Donc depuis toujours, on a décidé de se faire connaître à partir des publications qui, je l'espère, sont de qualité autour du craftsmanship, du DevOps. Elles sont disponibles en ligne si vous voulez les consulter. Et étant responsable moi-même de ces publications, j'ai souvent affaire à des clients qui me disent « Mais Octo, pourquoi vous ne dites pas l'avenir au mois de janvier, tous les ans? Qu'est-ce qui va se passer dans l'année? Les prédictions, les tendances techniques ?» Oui, c'est vrai, pourquoi on ne le fait pas? Et on a travaillé pendant à peu près 1 an et demi, on ne fait pas que ça, mais essayer de craquer un peu ce problème, et peut-être que vous-même vous êtes confronté à ça, donc partager quelques réflexions que nous avons eues. Quand on regarde les discussions et tout ce qui tourne autour des tendances technologiques, il y a un fondamental qui est la fameuse courbe de l'innovation, la S-curve, qui fait que quand on analyse l'évolution ou une tendance, on retrouve toujours derrière, en fond, quel que soit le maquillage ou la cosmétique qu'on veut y mettre, ces fameuses courbes où ça commence lentement, ça s'accélère, et puis il y a des paliers. Et puis si on veut regarder l'évolution de manière beaucoup plus longue, c'est une succession de S-courbes qui fait que voilà, ça s'emboîte et ça s'enchaîne. On pourrait représenter ça, les frameworks ou les langages, ce que vous voulez, n'importe quoi sous cette forme-là. Et finalement, dans le marché, dans le marketing, quand je dis marché, pour moi c'est marketing derrière, dans le marché des tendances technologiques, on retrouve systématiquement donc les analystes qui travaillent, eux, en maquillant cette courbe en S, en la déguisant, soit le Gartner, la Hype Cycle, ou d'autres comme le Forrester, c'est pour voir la courbe que je mets ça, c'est pas pour lire ce qu'il y a écrit. Bon,
on voit qu'il y a un impact, qui donne une visibilité, des tendances, etc. Et j'ai beaucoup de gens qui consultent ça assez régulièrement. Moi, je suis toujours un peu embêté, parce que si je vois le Hype Cycle, ils mettent des choux et des patates et des carottes en même temps, l'IoT à côté de n'importe quoi d'autre, donc c'est un peu difficile à lire et à y voir clair. Mais toujours derrière, il y a quand même cette courbe en S. Alors moi, je travaille avec des gens qui ont travaillé avant chez le Gartner, et puis après qui ont changé de vie, et qui m'expliquent comment ça se passe en interne. Alors ils y travaillent beaucoup pour élaborer soit ces Magic Quadrants, soit ces Hype Cycle. D'abord, je trouve que c'est intelligent en termes de marketing, parce que cette Hype Cycle représente un peu le pouls. Vous savez, quand vous avez le... Et c'est une manière de dire, de manière inconsciente, ben moi, Gartner, j'ai le pouls du marché, et je vous donne là où on en est, et psychologiquement, ça a finalement une forme d'impact. Donc c'est beaucoup des rapports d'experts, et quand on creuse la méthode pour produire ça, c'est quand même ça derrière. Même s'ils y passent beaucoup de temps. Mais quand on est un acteur, moi je les appelle les analystes, ils analysent le marché. Quand on est un acteur analyste et qu'on publie régulièrement ça, il y a un côté speech act, c'est-à-dire à force de le dire, ben, quand ça arrive, vous dites « Ah mais je l'avais dit ». Et puis on oublie que vous avez dit des choses et que ça ne s'est pas produit ou ça ne s'est pas passé comme prévu. D'ailleurs, je me suis amusé à remonter dans le temps, ça fait mal quand même. Hein. Mais ça a quand même un impact sur le marché. Et puis vous avez d'autres approches, beaucoup plus pragmatiques, qui là ressemblent à des outils que nous, dans la population que je représente ici et que vous êtes, je crois, en partie, bon, on suit bien. C'est le radar de Southworks, c'est-à-dire que ce n'est pas une analyse tellement marketing, et les critères pour identifier ce qui va arriver, les tendances, c'est de dire, bon voilà, qu'est-ce qu'il faut mettre en pause, qu'est-ce qu'il faut évaluer, qu'est-ce qu'il faut tester, qu'est-ce qu'il faut adopter, c'est-à-dire que tu peux y aller, c'est vraiment mainstream. Je pense que pas avoir d'entre vous... Levez la main juste pour voir ceux qui suivent le radar de Southworks ou... Ah, pas tant que ça quand même. Donc c'est un des rapports qui nous semble intéressant et qui change un peu des approches de type analyste. Et là, la méthode, on la connaît parce qu'elle est un peu open source. Southworks dit, voilà, ils se réunissent entre experts, ça dure 3 mois, je crois, ils décrivent leur méthode de travail, qu'est-ce qu'ils ont vu sur leur projet, chez les clients, qu'est-ce qui marche pas. Là, attention, on va essuyer les plâtres, c'est pas sec, etc. Donc ça donne un peu une analyse de la maturité plutôt des technologies, des frameworks ou des méthodes de travail qui peuvent être utilisées. Ce dont nous nous sommes rendus compte un peu tard, mais finalement c'est quelque chose que nous avons identifié, c'est que dans ce discours sur les tendances techniques et technologiques, il fallait faire une distinction que les analystes surtout ne faisaient pas. Et je pense que c'est là qu'ils se prennent le pied dans le tapis, et ce qui explique qu'une population de technique est assez rétive vis-à-vis de ces grands discours sur les tendances. Une tendance, ce n'est pas un fait. Et je pense que les analystes essayent de prédire des faits, alors qu'on ne peut pas prédire des faits, alors qu'on peut prédire des tendances. Et pour ça, je vais m'appuyer, pour vous expliquer ça rapidement, sur quelques considérations anthropologiques. Donc je pense qu'il y a effectivement une confusion entre les tendances techniques et les faits techniques. Et la différence, c'est les tendances sont prévisibles, pas les faits. Celui qui a formalisé ça, si je puis dire, c'est un anthropologue, Cocorico, c'est un anthropologue français. Pour ceux qui se sont passionnés ou font un peu d'anthropologie, vous avez certainement entendu ce nom, c'est André Leroy-Gourhan. Bon, là, j'ai pris une photo un peu exotique parce qu'il se trouve que j'aime bien le Japon. Il a fait des études d'ethnologie au Japon. Là, il est en tenue traditionnelle, on est dans les années 20, je crois. Donc c'est quelqu'un dans l'anthropologie qui est important parce qu'il a tout de suite insisté dans les études préhistoriques, ethnologiques et anthropologiques sur le rôle de la technique. Et la technique, à l'époque, c'est le silex, les outils, les premiers outils. Et c'est un de ceux qui ont permis et qui disent que le processus d'hominisation, il se fait d'abord par la machine, par l'outil technique ici, là. C'est-à-dire qu'on devient homme parce qu'on utilise des objets techniques et ça modifie notre cerveau, nos membres, etc. Et il faisait remarquer que le processus d'hominisation commence d'abord par les doigts qui manipulent l'objet, ça se propage au squelette, on le voit bien dans les études d'archéologie. Donc le rapport à l'objet technique est fondamental. Et donc il s'est intéressé aux objets techniques, aux lignées et aux évolutions des objets techniques. Et il dit qu'il y a une forme de nécessité dans l'évolution des tendances et des objets techniques. Si vous prenez un silex, c'est une évolution naturelle, au bout d'un moment on va mettre un petit manche, ça va faire un couteau, puis une longue tige, ça va faire une lance, et puis une corde, ça va faire une flèche. Donc on est capable de faire des lignées d'objets techniques comme ça, et il s'est amusé à les faire. Et il dit qu'il y a une forme de prédictibilité quand on voit les tendances. Maintenant, savoir que le couteau, la lance,
comment il va apparaître et quand chez les Inuits, dans des tribus d'Afrique du Sud, en Amérique indienne, en Asie, etc., ou quand, comment, ça c'est le fait, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. Or, les analystes disent il va se passer ça, c'est un fait. C'est-à-dire que leur discours sur les tendances devrait être normalement sur les tendances, alors qu'en fait, il est sur les faits. Et c'est là qu'ils se prennent, je pense, les pieds dans le tapis. Alors, est-ce que ça veut dire que dès qu'on parle de tendance technique, on ne peut pas parler de fait? Je pense qu'il faut introduire cette distinction entre qu'est-ce que c'est qu'une tendance et qu'est-ce que c'est qu'un fait, et se poser la question suivante de l'articulation, en fait, entre les systèmes techniques, là, qui nous intéressent quand on essaye d'identifier leur trajectoire et de voir vers où on va, les systèmes chichiques, ce que j'appelle là les systèmes chichiques, c'est moi, c'est vous, c'est chacun d'entre nous, c'est-à-dire un individu, avec votre vécu, votre histoire, etc., vos préférences, voilà, tous les systèmes psychiques que nous constituons, et les systèmes sociaux au sens large. Alors un système social, dans mon vocabulaire, c'est mon groupe d'amis, ma famille, un État, une nation, ça peut prendre plein de formes, mais c'est tout ce qui est collectif d'une manière générale, les systèmes sociaux. Ce n'est pas juste les réseaux sociaux au sens Twitter ou autre. Sur ce chemin, il y a quelqu'un qui est intéressant, c'est Bertrand Gilles, qui donc a publié, c'est lui qui a dirigé cet ouvrage « Histoire des techniques », qui est assez remarquable aux éditions de la Pléiade, qui n'est pas tout jeune, je crois que ça date des années 70, mais il y a quand même des fondamentaux. C'est quelqu'un qui travaillait sur la naissance de l'industrie, sur les ingénieurs de la Renaissance, sur les ingénieurs de l'Antiquité. Et il fait cette remarque qui est très intéressante, qui dit « On ne peut pas quand même regarder la tendance et la trajectoire d'un système technique indépendamment des systèmes sociaux et des systèmes psychiques. » Il donne un certain nombre d'exemples. L'apparition, par exemple, du moulin à vent au Moyen-Âge, qui est l'invention de la maturité d'un système technique, va réorganiser tous les systèmes sociaux, tous les enjeux de pouvoir, etc. Et c'est lui qui dit en avance de phase, d'ailleurs, et je le dis à chaque fois, quand on parle de disruption, la disruption, elle est toujours technique. Elle n'est jamais psychologique, elle n'est jamais sociale. La disruption est toujours technique. Et je pense que Bertrand Gilles l'a bien monté. Ce qu'il y a, c'est qu'après le Moyen-Âge et au moment de la Renaissance, les systèmes techniques commencent à se diversifier et à avoir un rythme d'accélération d'innovation de plus en plus important et de plus en plus rapide, pour ne pas parler de la situation que nous vivons aujourd'hui. Et que donc les systèmes sociaux d'une manière générale, c'est-à-dire la loi, les familles, les questions d'éducation, toutes ces choses-là, se réajustent en fonction de l'évolution du système technique. Il y a une sorte de balance qui se fait entre les deux. Mais quand le système technique va trop vite et que les systèmes sociaux n'arrivent pas à suivre, le tissu se déchire, et c'est là où vous avez des problèmes, des révolutions, des choses qui vont mal, du sang dans le caniveau, etc. Et d'ailleurs, il explique très bien que la naissance de l'État-nation en Occident, c'est ce moment où, au niveau national, on dit bon, il faut qu'il y ait une puissance publique pour réguler toutes les disruptions que font l'avancée des systèmes techniques, notamment de l'industrialisation. S'il n'y a pas de puissance publique, tout ce qui est droit du travail, ne pas faire travailler les enfants, etc., et toutes les conséquences que ça a, la nation va dans le mur. Donc les États-nations se constituent essentiellement par des moyens de maîtriser un peu les embardées des évolutions techniques. Et il explique très bien tous ces rapports-là. C'est aussi quelque chose qu'avait très bien démontré André Leroi-Gourhan, l'anthropologue que j'évoquais. Il dit il y a des choses qui sont tout à fait prévisibles. Par exemple, si vous mettez une ethnie sur un territoire où il y a des cailloux, vous pouvez être sûr qu'au bout d'un moment, il va y avoir des murs. Maintenant, quand? C'est difficile de le dire. Et puis, les systèmes sociaux peuvent refuser des systèmes techniques. Autre exemple, en Amérique du Sud, les civilisations amérindiennes n'utilisaient pas la roue. Ils n'étaient pas idiots. Preuve en est, c'est qu'on a retrouvé des jouets d'enfants avec des roues. Donc ils avaient le concept de roue. Pourquoi, dans la vraie vie, ils n'utilisaient pas les roues? Une des explications, c'est de dire que le système social, politique, mis en place, avait dit bon, ce truc-là, j'en veux pas chez moi. Pourquoi? Parce que ça va modifier mon équilibre social, mes pouvoirs, mes relations entre des différentes communautés, etc. Cette évolution technique, j'en veux pas, passez-moi, pas chez moi, je passe mon tour. Donc on voit qu'il faut toujours regarder les questions des systèmes techniques de la révolution avec les systèmes sociaux. Les disrupteurs aujourd'hui qu'on appelle les Uber et Hertz jouent toujours sur le retard du système législatif. Ils sont toujours dans la zone grise du droit. Je dois aller vite
parce que je considère que mes chauffeurs ne sont pas des salariés. Mais alors, qu'est-ce qu'ils sont? C'est pas clair. Ils sont, d'un point de vue légal, c'est pas clair. Et c'est bien parce que c'est pas clair qu'il faut qu'ils aillent vite pour imposer leur système technique au système social d'une manière générale. Ce qui veut dire qu'on est sans arrêt confronté à mettre en correspondance les systèmes techniques, les systèmes sociaux et les systèmes psychiques. Et quand on parle des faits, quand un fait arrive, c'est-à-dire qu'un système technique devient un fait, c'est toujours au centre. C'est-à-dire qu'il est accepté d'une manière ou d'une autre par les individus que nous sommes, par les sociétés que nous sommes, les collectifs que nous formons et le système technique lui-même. Par exemple, ce fait la roue chez les Amérindiens, il n'a pas eu lieu parce que le système social a dit « pas chez moi ». Il y a aussi une subtilité qu'il faut avoir dans le discours, qui est que les faits n'existent que parce qu'à un moment donné, c'est ce qu'on appelle l'innovation, hein. Il y a beaucoup d'inventions, mais pour qu'une invention devienne une innovation, il faut qu'elle innerve le tissu social, c'est-à-dire que ce soit un succès, entre guillemets. Et du coup, là, ça devient un fait. Mais il y a beaucoup d'inventions qui ne donnent pas lieu à des innovations. C'est-à-dire, ça ne pénètre pas le tissu social. Donc, en même temps, tout ça, c'est très intriqué, il faut y voir clair. Par exemple, moi, tout fier, bon, maintenant, il y a quelques années, je vais voir une banque, un client dans une banque. Je lui dis, vos systèmes de scoring, on n'utilisait pas à l'époque IA ou machine learning, moi j'utilisais statistique. Voilà, statistique probabiliste, j'avais dit, on peut optimiser le calcul du scoring des prêts et les faire de manière totalement différente de ce que vous faites, ça va être vachement plus, je vous garantis, les résultats vont être mieux. Ah, sympa. Et puis mon client, au bout d'un moment, me dit, mais tu sais, Christian, ton truc, ça dépote, le résultat, c'est formidable, mais d'un point de vue légal, j'ai pas le droit. C'est-à-dire là, le système social, le légal. Pourquoi? Parce que si je suis audité, dans la manière dont je fais les obtentions des prêts, je dois être auditable, interprétable, justifié de mes choix. Et si je mets un système en gros de machine learning qui est une boîte noire dont je ne sais pas expliquer comment il a produit tel ou tel résultat, d'un point de vue légal, ça ne va pas, je ne peux pas. Donc, techniquement, c'est formidable. Le résultat, tu m'as fait le POC, tu me l'as démontré. Mais d'un point de vue légal, je n'ai pas le droit, donc ça ne deviendra pas un fait chez moi. Il faut toujours prendre, ou quand vous travaillez sur la blockchain, de voir quelles sont les conditions, la maturité de la législation pour voir si effectivement vous pouvez y aller ou pas. Il n'en reste pas moins que si tout est particulièrement intriqué quand on veut voir comment les choses arrivent, il y a quand même une trajectoire propre au système technique. Je veux dire, quelqu'un qui est un très bon technicien, moi je le vois, il rentre dans le système technique. Mais au sens quasiment de la matrice, ou de Tron, hein, enfin, bon, si j'utilise des... C'est-à-dire qu'il voit le fonctionnement, les messages, comment ça se passe, c'est-à-dire qu'il plonge son esprit dans un système technique, que ce soit un framework, une architecture, un logiciel, ou même une voiture, si c'est de la mécanique, hein, c'est toujours le même sujet. C'est-à-dire un expert, quelqu'un de très technique, c'est sa capacité de se projeter dans l'objet technique. Et il sait, et c'est la marque des grands développeurs, des grands architectes que vous êtes tous ici. Est-ce que tu peux enlever ta langue de mon cul? Il faut que je pète. Quelqu'un qui est bon en architecture logicielle, il va identifier les contraintes. C'est-à-dire, il sait qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles et qu'il ne faut pas le faire parce que le système technique, on ne peut pas lui faire ça. Si on le tord trop, ça ne marche pas. Donc il y a une logique du système technique qu'il faut connaître. Et si je ne la connais pas, je vais avoir des problèmes. C'est pour ça qu'il m'arrive de dire à certains de mes clients qui sont pour le coup le métier, je dis si vous ne connaissez pas les principes fondamentaux des architectures logicielles, aujourd'hui vous ne pouvez plus faire votre métier. Il y a des choses à savoir quand même. Et je prends souvent l'exemple du théorème CAP. Quand vous demandez à un client ce qu'il veut au niveau MOA, métier ou je sais pas, ou marketing, il vous dit qu'est-ce que vous voulez, je veux tout. La disponibilité, tolérance aux partitions, la cohérence des données, je veux tout. Ben ouais, c'est pas possible, ça a été démontré, donc il faut faire des choix. Bon, voilà. Donc voilà, le système technique, il faut le connaître, donc il a une trajectoire qui est propre. Donc on peut prédire ça d'un point de vue technique. Par exemple, Kevin Kelly. Kevin Kelly qui disait, moi je vous donne le business plan, le business model des 10 000 prochaines startups, vous prenez X plus IA et voilà, c'est bon. Et c'est facile, la tendance je la connais. Maintenant vous dire X c'est quoi, quand et comment, ça c'est le fait, c'est une autre histoire. Il y en a peut-être qui font le commerce des publications sur ce qui va arriver,
Mais fondamentalement, ils essayent de spéculer, et c'est de la spéculation pour le coup, c'est pas de la prévision, ils essayent de spéculer sur des faits, alors que les tendances, entre guillemets, on les connaît. Il y a quelque chose de... Kevin Kelly, c'est quelqu'un d'important. Hein. Bon, c'est l'ancien rédacteur en chef du magazine Wired. Il a participé à l'épopée du All Earth Catalog, celui qui avait lancé ce slogan Stay Hungry, Stay Foolish, qui a beaucoup influencé Steve Jobs, qu'il a recité lors de son allocution dans une université américaine. Donc c'est quelqu'un qui est très imprégné dans la contre-culture américaine d'une manière générale, qui a 2 livres incontournables de lui. Et si vous voulez le découvrir, je vous invite à lire celui de gauche, What Technology Wants. Le titre est assez fort quand même, quand on y pense. Que veut la technologie? C'est comme si la technologie voulait quelque chose. Elle a une forme d'autonomie et de volonté. Et il démontre pourquoi, effectivement, la technologie veut quelque chose, c'est-à-dire on ne peut pas lui faire n'importe quoi. Et quelqu'un qui est un très bon expert technique, c'est fondamentalement quelqu'un qui sait ce que veut, ce que ne peut pas une technologie. C'est-à-dire en identifier les limites, les périmètres. Et tout son livre est vraiment axé là-dessus, et il faut vraiment comprendre la révolution de ce titre-là. Hein, que veut la technologie? Il y a quelque chose maintenant qui est particulièrement impactant quand vous avez un discours sur les tendances techniques, et ce qu'ont très bien compris les analystes dans les petites cartes ou courbes que je vous ai montrées, c'est qu'ils ont un discours qui, en fait, on ne les entend jamais. On ne voit que des cartes ou des schémas. Et ça a un impact sur notre inconscient et sur la réception qu'on peut avoir qui est assez formidable. Il y a quelques années, je suis allé à une exposition, c'était sur... Bon, je vous ai dit que j'aimais le Japon, donc en général, ceux qui aiment le Japon aiment aussi Ghibli, ou les dessins animés japonais, je crois. En tout cas, autour de moi, c'est ça. Les secrets du layout pour comprendre l'animation de Miyazaki. Et voilà, on retrouvait des planches comme ça, et expliquait comment il faisait le dessin animé. Et dans cette manière de faire des dessins animés, il mettait en évidence que quand il faisait les planches, pour préparer l'animation, à ceux qui allaient faire l'animation, il faisait les décors comme ça qui étaient... Là, on ne le voit pas trop, mais c'est plutôt jaune, mais parfois c'était bleu. Et les personnages qui étaient en rouge, ce qui était en rouge, c'est ce qui bougeait. Donc il y avait une sorte de heatmap, vous voyez. Ce qui allait bouger, c'était en rouge, et plus il allait vers le bleu, c'était des fonds qui n'allaient pas trop bouger. C'était important comme information pour ceux qui allaient faire l'animation derrière. Et ça m'a rappelé l'importance de ce qu'on appelle le fond de carte. J'ai un certain âge, et je me souviens d'une émission, je ne sais plus si elle existe encore, le dessous des cartes, je crois que c'était sur Arte, qui expliquait des situations géopolitiques à partir de cartes. Et l'impact de la carte, elle est fondamentale. Et je pense que si on veut avoir un discours sur les tendances techniques, les tendances technologiques, si on a des convictions, si on n'est pas capable de les mettre sur une carte, et donc d'identifier quel est le fond de carte, notre discours ne va pas porter. Il y en a un, me semble-t-il, qui est dans le discours à porter, ou porte, c'est toujours le cas, je crois, c'est Simon Wardley. Vous connaissez Simon Wardley, oui? Non? Bon, au-delà de sa tête de faux cul, c'est quelqu'un d'intéressant. Parce qu'il s'est posé la question, qu'est-ce qu'une carte? Si je dois représenter une chose, qu'est-ce qui fait une carte? Je vous donne quelques exemples qui te donnent. Là, à droite, vous avez typiquement comment travaillent les cabinets d'analystes. Force, faiblesse, le SWOT, là. Une fois que tu l'as fait, déjà, c'est hyper compliqué à faire. C'est quoi la différence entre une opportunité et une menace? C'est des questions métaphysiques. Et puis, une fois qu'on l'a fait, personne ne le regarde. Il dit, bon, ça, c'est pas utile pour prendre des décisions, c'est pas une carte à droite. Par contre, à gauche, il reprend l'histoire de la bataille des Thermopyles en Grèce ancienne. C'est le film Les 300. Hein. Bon. Comment ils sont coincés, etc. Donc, c'est des schémas de cartes militaires, en gros, où on voit où sont les forces en présence, quels sont les mouvements, et d'un coup, il y a une forme... Moi, si je dois prendre une décision, que je trouve ça stratégique, ou en termes d'évolution ou de tendance, j'ai besoin qu'on me montre une carte. Donc, où je suis, où je vais, et comment je m'oriente. Autre exemple, là, je peux être un expert des échecs et je suis capable de jouer avec, en te disant, fou, 2, 3 trucs, et parce que j'ai la carte, en fait, je l'ai dans la tête, mais c'est super compliqué quand vous débutez, s'il faut bouger les cartes, les pions, pardon, sans avoir le visuel que vous avez à droite des échecs. Et là, à droite, on se retrouve avec une carte. J'ai un fond de carte, et là-dessus, je suis capable de déplacer des pièces et d'avoir une stratégie et de prendre des décisions. Finalement, il est arrivé à... Il a outsourcé sa démarche, sa méthode, elle est très bien documentée, c'est un travail formidable.
Bon, là, il prend l'exemple d'une... Je veux faire un service de manipulation de photos en ligne et je vais placer tous mes composants selon 2 axes. Sur la partie horizontale, vous retrouvez la fameuse courbe en S. C'est-à-dire au début, c'est de la genèse, après je passe à un produit, puis après c'est une commodité. C'est l'axe de l'évolution et de maturité des tendances techniques. Et puis sur l'axe vertical, vous avez la chaîne de valeur. Alors évidemment, vous retrouvez là, avoir de l'électricité pour faire tourner des serveurs, bon ok, c'est une commodité, c'est là-bas. Et puis ce qui a de la valeur client, c'est plutôt là-haut pour manipuler les images, etc. Et du coup, ça lui permet de dire, ben voilà, si je veux avoir une approche différenciante sur mon marché, peut-être je vais me dire que le stockage de la photo en ligne, qui est plutôt en mode produit, ici, ça devient une banalité, je veux utiliser un autre service, et je vais déplacer ça pour avoir un avantage compétitif, et trouver des nouveaux, comme on dit dans le domaine driven design, des core domaines qui vont me proposer un avantage compétitif qui vont apparaître ici. Et ça permet à quelqu'un qui manipule une plateforme logicielle de voir comment ses composants évoluent. La réalité, c'est que quand je discute autour de moi, nos rapports aux tendances techniques sont assez drivés par les données. Je donne un exemple avec, par exemple, je peux aller voir, si je veux avoir un regard un peu plus scientifique, je vais voir les brevets, qu'est-ce qui est déposé. Il y en a qui, c'est leur business, ils regardent tous les brevets qu'ils ont déposés, et ça leur permet de donner une espèce de zeitgeist, d'esprit du temps, de c'est quoi la tendance en matière de recherche et de R&D. Plus prosaïquement, j'imagine que comme moi, vous allez sur Google Trends, hop, c'est quoi ce langage, ça marche pas, c'est utilisé, c'est quoi la communauté, de comparer des frameworks ou des langages. Je peux même aller sur Stack Overflow, ça me donne des tendances. Après, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les interprète? C'est pas parce que j'ai vachement de threads sur Stack Overflow sur un langage X que le langage est formidable. C'est peut-être parce qu'il marche pas, au contraire, qu'il y a beaucoup de questions. Donc ça dépend comment on... Enfin, bon, ça me donne des courbes. Après, comment je les interprète, voilà. Puis je peux aller sur Git, voir le nombre de repos, la nature, etc. Et pour une population qui connaît, qui a accès à ces outils-là et qui sait ce que ça veut dire, c'est bien plus pragmatique pour identifier quelles sont les tendances en cours. Et ce que je retiendrai également, et je terminerai là-dessus, c'est que toutes ces analyses, qui finalement, ces analyses sont des discussions et des considérations autour des tendances technologiques, qu'est-ce qu'on peut en dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas en dire, comment ne pas se prendre les pieds dans le tapis, nous ont amené, en tout cas moi, m'ont amené à me poser vraiment la question de la thermodynamique, des tendances techniques. Par là, je veux dire que la thermodynamique, c'est finalement la science de l'évolution. Depuis Lazare Carnot en 1824, quand il introduit ce vocabulaire-là, bon, je sais, on a tous plus ou moins souffert de la thermodynamique, peut-être. Mais il faut oublier ça, il faut oublier. C'est formidable, la thermodynamique. Parce que finalement, c'est la science qui explique l'irréversibilité du temps, et donc de l'évolution. Ça marche au niveau physique, au niveau biologique, au niveau sociétal. Ça explique aujourd'hui la collapsologie qui est à la mode, etc. Il y a du vocabulaire qu'on a tous entendu, l'entropie, qui commence à être appliqué au logiciel pour parler de la dette technique, parce que la dette technique, c'est de l'entropie. Et je vois partout pénétrer ces concepts qu'a amené la thermodynamique, qui sont particulièrement puissants pour rendre compte des évolutions, et pas simplement des évolutions techniques. Et pour ceux qui sont curieux, je vous donne une dernière lecture, si vous me le permettrez, un petit livre français qui vient d'être traduit en anglais parce qu'il a beaucoup de succès, qui a fait beaucoup de bruit chez nous, en tout cas, en interne, Thermodynamique de l'évolution de François Rodier, qui est un petit bijou de concision et qui reprend tous les concepts de thermodynamique et de voir comment ils ont innervé toutes les disciplines. Pour nous, l'informatique, ça a commencé avec Shannon, qui a appliqué le mot entropie au traitement du signal et à la communication, alors que ça venait de l'astrophysique, des particules, etc., ou de la physique avant. Il avait, Shannon, dans ses travaux sur la communication, il y avait une variable qui ressemblait à l'entropie, il ne savait pas comment l'appeler, et il est allé voir von Neumann, qui est aussi le père de l'architecture des ordinateurs, et il lui dit « Tiens, ce truc-là, j'ai une variable, là, je ne sais pas comment l'expliquer », et von Neumann lui a dit « T'as qu'à appeler ça entropie, personne ne comprend, on ne viendra pas te faire chier ». Et du coup, c'est resté... voilà. Merci pour votre attention, très bonne soirée, merci beaucoup.